Donc, le multiculturalisme, c'est une idéologie. C'est globalement l'idéologie d'accompagnement et de justification de la colonisation de peuplement que subissent les Européens et l'ensemble de l'Europe occidentale depuis près de 30-35 ans par des populations originaires du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie. Et donc, cette idéologie, le multiculturalisme, n'existe, ne tient, je dirais, n'existe que parce qu'elle soutient et parce qu'elle justifie, a posteriori, le projet de civilisation qu'on est en train, qu'on essaie de nous vendre. Qu'est-ce que nous disent les multiculturalistes? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous disent finalement aujourd'hui l'ensemble des médias, l'ensemble des milieux de pouvoir, que ce soit politique, etc. Quelle est l'idéologie commune de ces gens-là? Eh bien, le multiculturalisme, c'est en quelque sorte l'idée d'empire devenue folle. Le multiculturalisme, d'ailleurs, première remarque, n'a jamais été appliqué et n'a jamais fonctionné durablement dans aucune société dans l'histoire. Ça, c'est le premier constat. Il y a eu des empires. Et la plupart des références des multiculturalistes à des sociétés qui ont tenu dans l'histoire font référence à des modèles qui sont des modèles impériaux. Mais il y a, quand je dis que le multiculturalisme c'est l'idée d'empire devenue folle, c'est qu'il y a en fait des différences fondamentales entre le modèle impérial et le modèle multiculturel, que d'ailleurs certains n'ont pas, visiblement pas tout à fait bien compris. Et ces différences font que le projet multiculturel, le projet de société multiculturelle est une utopie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas fonctionner, il ne fonctionnera pas, et il aboutira même au pire, c'est-à-dire fondamentalement à des sociétés gangrénées par la violence, des sociétés non soutenables, non durables, qui s'effondreront très rapidement. Quelles sont les bases de l'idéologie multiculturelle? C'est l'idée qu'on peut faire cohabiter ensemble dans un même espace politique des communautés culturelles différentes. On pourrait parler de communauté ethnique parce que la notion de communauté ethnique renvoie aux origines communes, c'est-à-dire à une histoire commune, et en même temps à une culture commune. Donc une ethnie, c'est ça. Donc on pourrait dire que le multiculturalisme est un multi-ethnisme. Mais bon, reprenons en gros le vocabulaire utilisé par les médias, par les intellectuels et par les politiques. Quel est le fondement de cette idéologie-là? C'est d'espérer ou d'attendre que l'on puisse tirer profit, globalement, collectivement, de la mise en place d'une société durable, saine, qui repose sur la cohabitation harmonieuse de communautés culturelles qui, par ailleurs, ne se sont pas choisies. Quand je disais que c'était l'idée d'empire devenue folle, je veux dire par là que le multiculturalisme se distingue de l'idée d'empire par du projet impérial, des modèles impériaux qui ont existé dans l'histoire, sur au moins 3 points. Le premier point, c'est que l'ensemble des empires qui ont été créés dans l'histoire ont été créés sous la contrainte. Ça veut dire qu'ils sont toujours l'objet, c'est toujours un peuple ou un groupe de peuples qui impose sa loi, en quelque sorte, à d'autres, et qui crée une communauté plus large à laquelle il impose un principe, et ce principe devient le principe commun de l'ensemble des populations de l'empire en question. C'est ce principe et c'est l'adhésion de ces populations, adhésion parfois contrainte, mais adhésion tout de même de ces populations à ce principe, qui fait le modèle impérial, qui fait la société durable, ou la société, en quelque sorte, le tout politique et la possibilité de faire cohabiter dans ce tout politique des unités, des entités de culture et des entités populaires différentes. Évidemment, on serait bien en peine de trouver un tant soit peu cette contrainte dans la société actuelle, puisque notre société, par définition, au contraire, se présente comme une société de non-contrainte, c'est-à-dire une société ouverte, une société, je dirais, minimaliste du point de vue, je dirais, du minimum requis pour le vivre ensemble, et donc il n'existe effectivement aucun principe supérieur qui soit susceptible de remiser au second plan pour, je ne sais pas, les membres de l'Oumma, la communauté des croyants, comme pour les membres de tel ou tel groupe de population, de reléguer au second plan cette appartenance-là. Donc, il n'existe aucun principe supérieur, contrairement au modèle impérial dans le multiculturalisme, qui relègue au second plan l'appartenance secondaire, l'appartenance nationale, l'appartenance religieuse, l'appartenance communautaire. Deuxième point de distinction avec l'idée d'empire, c'est cette idée c'est le territoire. L'empire prend en compte une réalité qui est une réalité anthropologique fondamentale, qui est un peuple, une terre. Chaque peuple a besoin de potentialiser dans un espace donné sa culture, son mode de vie, ses valeurs.
il a besoin de pouvoir les transmettre à ses enfants, et ces valeurs, quelle que soit la valeur de ces valeurs, si je puis dire, c'est-à-dire quelle que soit je dirais, la pertinence de ces valeurs pour les autres, ce qui ne compte pas, c'est que ces valeurs soient enseignées à sa famille, à sa descendance, et qu'ils vivent dans un bain culturel, dans un ensemble qui corresponde en clair à son système de représentation et son système de valeurs. Et le territoire, le territoire est bien l'espace à l'intérieur duquel un peuple va potentialiser en quelque sorte ses aspirations. Potentialiser ses aspirations culturelles, ses aspirations religieuses, son système de valeurs, son système artistique, son système de représentation, c'est ce qui fonde les civilisations. Et un peuple a besoin d'un espace pour précisément, un espace où ses valeurs, où son système culturel puisse s'incarner. Et c'est le deuxième problème du multiculturalisme, c'est qu'on nous parle de la coexistence de communautés culturelles différentes, on oublie bien évidemment qu'aucun principe surplombant n'est susceptible de les unir, mais en plus, on est dans un système où ces communautés ne disposent pas précisément d'un territoire, d'un espace dans lequel leur système de valeurs, leur légitimité culturelle en quelque sorte, puisse avoir droit. Et donc, évidemment, on est là dans un système qui est fondamentalement aliénant du point de vue culturel, qui crée des troubles importants, et dans lequel chaque communauté, en quelque sorte, se retrouve en situation de faire valoir ses normes au détriment de celles des autres, et alors qu'elle en a, dans l'absolu, chaque groupe a parfaitement le droit de faire valoir sa propre culture et sa propre norme, mais l'absence de territoire empêche en fait chaque culture de pouvoir faire valoir ses droits et sa propre culture. En France, qui est une vieille terre d'Europe, il y a une histoire et il y a une population autochtone. Et cette population autochtone a la légitimité, en théorie, pour faire valoir sa règle et sa norme sur le territoire qui est historiquement le sien. Mais par ailleurs, d'autres populations qui se sont installées sur ce territoire à travers les âges, à travers le temps, et récemment, ces populations ont d'autres systèmes de valeurs, d'autres systèmes de représentation. Est-ce qu'on peut leur reprocher d'avoir ces systèmes de représentation et ces systèmes de valeurs? Évidemment non. Est-ce qu'on peut reprocher à un musulman de considérer que son appartenance à l'Oumma, à la communauté des croyants, est plus importante que son appartenance au contrat social français? Bien évidemment non. On ne peut pas le faire. Et c'est valable pour les musulmans, c'est valable pour les juifs et pour d'autres. Ce qui veut dire une chose, ce qui veut dire que la société dans laquelle nous vivons est une société dans laquelle les gens, les communautés ont en théorie la possibilité de pouvoir faire valoir leurs valeurs, ce qui nous est vendu comme la diversité, mais simultanément aucun territoire, aucun lieu, ou alors des lieux privés ou semi-privés, pour pouvoir potentialiser ces aspirations culturelles, les mettre en forme et leur donner la possibilité d'exister sans entrer en contradiction avec celle de leurs voisins. Et ça, c'est aussi une différence fondamentale avec l'Empire, puisque dans un empire, chaque peuple dispose de son propre, je dirais, espace sanctuaire, dans lequel il continue, je dirais, en deçà de l'Empire, en deçà du principe impérial, de faire valoir sa culture et de développer ses aspirations, et son modèle de culture et son modèle de civilisation. Et le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est la contrainte. Tout projet impérial, alors même même si l'empire en question est un empire, je dirais, tolérant de la diversité de ses parties constituantes, etc., tout empire se constitue fondamentalement sur une contrainte, c'est-à-dire sur un projet de conquête et sur une force. Et cette force, fondamentalement, aujourd'hui, elle manque. Il n'y a plus, parce qu'elle a été délégitimée, parce qu'elle a été, je dirais, dévalorisée par les élites qui aujourd'hui nous vantent le modèle multiculturel, il n'existe plus aujourd'hui de culture susceptible de produire, c'est-à-dire de modèle susceptible de produire un principe supérieur, et il n'existe plus de force, de contrainte susceptible de produire, à partir de cette diversité d'éléments hétérogènes, quelque chose qui puisse faire un tout. Donc, si vous prenez l'absence de contrainte, c'est-à-dire la non-existence d'un principe d'autorité, l'absence de lien commun, c'est-à-dire l'absence d'un référent culturel, d'un référent religieux commun, d'un principe ou d'une souveraineté supérieure, et si vous prenez en plus l'absence de territoire où chaque groupe puisse potentialiser sa culture, vous voyez là toute la différence qu'il peut y avoir entre le modèle impérial et le modèle multiculturel. Les empires ont duré parfois peu de temps.
parce qu'ils ont souvent craqué sous la pression justement de la révolte de leur parti constitutive, etc., ou par l'effondrement, je dirais, des forces qui tenaient ensemble toutes ces parties constituantes ou constitutives, mais pourtant des empires ont existé dans l'histoire. Une chose est sûre, c'est que le modèle multiculturel tel qu'il existe aujourd'hui, et tel qu'on veut nous le vendre aujourd'hui, est un modèle qui ne peut pas fonctionner pour les 3 raisons que j'ai déjà expliquées, qui ne fonctionne nulle part, et où on voit même chaque jour que les sociétés qui ont accepté la mise en place de ce modèle, parfois de façon, je dirais, plus que suggérée, parfois sous la contrainte. Je crois qu'il n'y a jamais eu en France de référendum pour savoir si nous souhaitions accueillir 10 millions de populations, 10 millions de personnes originaires d'Afrique et d'Asie en France. Donc on peut dire que ces populations se sont imposées, ou nous ont été imposées. Eh bien, il n'existe aujourd'hui, il n'existe dans l'histoire aucun système multiculturel qui ait jamais fonctionné correctement, et il n'existe pas plus aujourd'hui de systèmes et de sociétés qui soient des sociétés multiculturelles et qui vivent dans la paix, dans la concorde, débarrassées des tensions intercommunautaires, débarrassées du racisme, etc. Ce qui veut dire que ces sociétés sont même l'inverse de cela. Si vous prenez le Brésil, si vous prenez la Yougoslavie, si vous prenez les États-Unis, si vous prenez l'Angleterre aujourd'hui, si vous prenez le Kosovo, si vous prenez le Liban, toutes les sociétés multiculturelles sont des sociétés multiracistes. Et le modèle multiculturel ne produira qu'une chose. Il produira une société gangrénée par la violence, gangrénée par les tensions sociales, gangrénée par le racisme. Il est temps aujourd'hui, alors que l'actualité nous rappelle chaque jour que ce modèle de société ne fonctionne pas et qu'il nous amène toujours plus de violence et de haine, il est temps maintenant de proposer un débat, d'avancer le débat et d'engager le débat pour remettre en question les fondements même de ce projet de culture qui nous emmène vers des temps de haine et des temps difficiles.